Bonjour, bienvenue à tous pour ce face-à-face avec les dirigeants. Donc je suis Pierre-Louis Germain, je suis journaliste, rédacteur en chef de Biotech Finance, qui est une lettre hebdomadaire dédiée à l'innovation et aux biotechnologies. À mes côtés, monsieur Lumaré. Bonjour à tous et à toutes. Donc dirigeant de la société Carbios. Alors Carbios est une biotech verte ou une biotech industrielle, une société d'innovation en biochimie, créée en 2011, introduite en bourse en 2013 et dont la capitalisation boursière est d'un peu plus de 40 millions d'euros. Alors, avant de parler un petit peu des applications que vous développez chez Carbios, vous êtes un spécialiste de l'ingénierie enzymatique, vous travaillez sur la biodégradation des plastiques. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer votre technologie puis la genèse de ces découvertes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec des enzymes qu'on ne pouvait pas faire ou qu'on ne peut pas faire avec la chimie traditionnelle telle qu'on la connaît? Alors, dire qu'on ne peut pas faire avec la chimie traditionnelle, ça serait abusif. Dire on peut faire de façon différente, avec plus ou moins peut-être même de performance, voilà, ça serait plus juste. Ceci dit, l'idée, la genèse, enfin, comme je vous le disais il y a 2 secondes, enfin, c'est tout simplement une idée qui nous est venue quand on a constaté en étant en mer que les plastiques, ça devenait vraiment insupportable et qu'il fallait vraiment trouver une solution pour sa fin de vie. Alors ça, c'est facile à constater, c'est facile à dire. Après, il faut savoir comment le faire. Alors, antérieurement, j'ai travaillé longtemps dans un groupe familial qui s'appelle Rocket. J'ai eu plusieurs fonctions et en particulier, je me suis occupé de business unit dédié à l'industrie et autres. Et on s'est souvent posé la question de comment on pourrait faire des biopolymères. Alors le premier biopolymère à l'époque c'était l'amidon, mais bon, malheureusement mes premiers sacs en amidon à l'époque c'était pas fantastique parce que quand vous y mettiez une salade dedans, vous traversiez pas la rue parce que le plastique il s'était dégradé complètement parce que l'amidon est effectivement très biodégradable. Alors, trop biodégradable. Trop biodégradable. Alors intelligemment on a dit on va mettre des polyéthylènes. Alors ça c'était génial parce que alors là la résistance elle était bonne. Ah ouais, mais il était plus biodégradable, donc ça allait pas non plus. Donc quand on a eu cette idée sur le bateau de se dire tiens on va penser autrement, on s'est dit non, déjà il faudrait essayer de voir aussi les choses de l'autre bout, c'est-à-dire plutôt du côté de la fin de vie plutôt que du côté de la production des polymères. Et finalement on s'est dit on s'en manque un peu que le polymère il soit biosourcé ou qu'il soit issu du fossile. Ce qu'il faut c'est trouver la solution pour que ça ne soit plus une gêne pour l'environnement. Et c'est comme ça aussi, parce que quand on est dans le monde de la midonnerie, on travaille beaucoup dans le domaine de la bio, des enzymes. On s'est dit, tiens, peut-être l'enzyme, finalement, l'enzyme, c'est une sorte de ciseau biologique. Peut-être que cet enzyme, finalement, il pourrait peut-être venir découper ce polymère. Et donc, voilà, on a... Pour cela, il faut les modifier, les enzymes, il faut les ingénierer. Évidemment, la nature, elle est riche de tout, donc... Il existe certainement, il existe des protéines, des enzymes, des micro-organismes qui sont capables de polymériser, donc vraisemblablement de dépolymériser. Donc déjà, le premier grand travail de Carbios a été de screener la nature, en toute modestie, mais screener la nature pour essayer de trouver les micro-organismes qui génèrent des protéines qui pourraient avoir une activité sur tel ou tel polymère. Et on a dit on va travailler une dizaine de polymères, c'est-à-dire ceux qui sont le plus répandus dans le monde aujourd'hui, dans l'usage pour faire des plastiques. Et on a commencé à chercher les couples. On les a trouvés. Alors là, une fois qu'on les a trouvés, ces enzymes, elles viennent de la nature. Donc elles ne sont pas hyper performantes. Elles ne sont pas totalement bien mariées avec le polymère. Donc on a fait ce qu'on appelle de l'évolution. Alors l'évolution, c'est de la cartographie de l'enzyme, la cartographie du polymère. Et puis il faut essayer de marier les deux. Et puis on se dit, ah tiens, le site actif, il va pas bien, alors on les modifie, on les change. Donc il y a eu tout un travail qui a conduit à une multitude de variants qui font qu'aujourd'hui on a des enzymes beaucoup plus performantes, beaucoup plus résistantes à la température, parce que la plasturgie, notamment dans les sacs, enfin la sacherie, on est à plus de 150 degrés. Donc les enzymes ne sont pas naturellement faites pour résister. Et donc voilà, tout ce travail d'ingénierie a été très long, un peu coûteux, c'est pour ça qu'on avait fait l'IPO, de façon à pouvoir disposer des outils nécessaires
pour créer cette bioplasturgie. Alors vous avez bien avancé depuis, puisque donc vous êtes partie prenante d'une co-entreprise, Carbiolis, avec le groupe Limagrain et la Banque publique d'investissement, pour le développement, la mise au point de plastique à biodégradation programmée dans le temps. Alors vous en êtes tous sur ce programme, phase industrielle, phase réglementaire, quelles sont les prochaines étapes et à quand les premiers sacs à biodégradation programmée avec des enzymes Carbios? Aujourd'hui, Carbiolis, c'est effectivement le fruit d'une opération de détourage d'activité de chez Limagrain, de cette activité de Biolis, de sacs aujourd'hui, que vous trouvez sur le marché. Carbiolis produit des sacs aujourd'hui que vous trouvez dans les grandes surfaces et qui répondent aux normes aujourd'hui qui sont de 30% biosourcés, home compost, etc. Ça, vous les avez, on les produit, mais ce n'est pas la technologie. Mais ceci dit, ce détourage a permis de récupérer bien sûr un marché, bien sûr des outils de pilotage et bien sûr une unité industrielle et puis des compétences humaines. Et donc pour la technologie Carbios qui a été donnée en licence à Carbiolis, aujourd'hui elle est opérée au niveau du pilote chez Carbiolis de façon à pouvoir faire des runs, de façon à pouvoir faire tous les tests réglementaires nécessaires au contact, au food contact. Et donc normalement tout ça sera terminé mi-2019. Mi-2019, nous passerons à la production industrielle de nos premiers master batch pour faire les premiers films, de façon à présenter ces modèles à l'industrie et notamment à la grande distrie, de façon à ce qu'ils nous les commandent, qu'on puisse les produire pour que le 1er janvier 2020, quand la réglementation exigera 50% biosourcé et home compost, on soit présent. Voilà, donc le vrai chiffre d'affaires, en dehors de celui qu'on a fait l'année dernière, par les ventes de notre technologie, de produits directement issus de notre technologie, c'est, je dirais, janvier 2020. Ceci dit, Carbiolis fonctionne, Carbiolis a un chiffre d'affaires, etc., etc. C'est une vraie société industrielle et commerciale. Alors, vous avez démontré beaucoup de choses en laboratoire, sur des pilotes. Est-ce qu'il y a encore des choses à démontrer sur ce projet à la phase industrielle? Est-ce qu'il y a encore des défis d'industrialisation à surmonter? Alors, sur Carbiolis, je dirais non. On n'est jamais à l'abri d'un petit atermoiement pour que ça réponde au cahier des charges de nos futurs clients. Mais globalement, non, c'est terminé. Le travail sur les enzymes est terminé. On est prêt à le reprendre si de besoin, mais le travail est terminé. Donc c'est un pan d'activité qui n'a maintenant plus que pour objet de se développer commercialement et mondialement. De l'autre côté, oui, il y a encore un gros travail, c'est ce que j'appelle le recyclage. C'est-à-dire c'est l'autre pan de développement. Ça, c'est la deuxième application. Voilà. Alors, dans ce domaine, donc, le recyclage, vous avez déjà un partenariat récent signé avec Technip sur la partie ingénierie. L'objectif, là, c'est d'offrir ça aux producteurs de PET une technologie enzymatique qui leur permette de fabriquer un plastique qui soit, cette fois, indéfiniment recyclable, par opposition à ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Là, c'est je dirais, du recyclage du PET, etc., on en a déjà entendu parler. On peut le faire par voie chimique, on peut le faire par voie mécanique, mais ça ne permet pas soit d'une grande sélectivité, soit de revenir à 100% de PET, etc. L'enzyme, il a cette chance, c'est que lui, il est très spécifique du polymère, donc quel que soit son environnement, vous êtes en face de plastique complexe. Aujourd'hui, une bouteille de Perrier, sans faire de marque, elle est faite de polyamide et de PET. Aujourd'hui, vous ne savez pas la recycler mécaniquement parce qu'on ne sait pas séparer le PET du polyamide. Nous, l'enzyme, il vient manger le PET, le reste, il va le mettre en déchet. Si les barquettes dans lesquelles vous avez des carottes râpées, c'est du PET amorphe, on ne sait pas le recycler. Nous, on sait le recycler. Les bouteilles de lait opaque, on ne sait pas les recycler. Nous, on sait les recycler parce que l'oxyde de titane et autres n'est pas un problème pour l'activité de l'enzyme. Donc nous, on est en train de proposer... PET pur, en fait. On n'a pas besoin de PET pur. Donc nous, on est vraiment le vrai déchet qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, les brand owners, enfin les utilisateurs, vous savez qu'on a un partenariat avec L'Oréal, mais qui devrait permettre de générer l'arrivée d'autres utilisateurs finaux, des grands commettants utilisant beaucoup pour les eaux, etc., pour les lessives et autres, utilisant des emballages en PET. Et donc de faire en sorte qu'il y ait une demande importante mondiale, européenne et mondiale, de PET recyclé, pour que ces gens-là puissent dire mon produit est contenu dans un emballage tant que ça, elle me dit 5 minutes. Et donc qu'on puisse faire ce recyclage, qu'ils puissent se faire ce recyclage, qui ne viennent pas perturber les processus et l'environnement. Donc ça, c'est un gros travail pour convaincre un marché. De l'autre côté, convaincre les gens qui collectent qu'il y a vraiment un besoin pour faire des usines. Et puis, il faudra que le producteur de PET
sont convaincus d'investir dans la techno. Et pour le convaincre, c'est lui dire, tiens, regarde, tu as une matière première pas chère et contrôlée. Et de l'autre côté, tu as des utilisateurs qui en veulent. Et ça, investir dans ces conditions, quand on a été industriel comme moi chez Rocket, c'est un rêve. Sur ce programme, les prochaines étapes du développement, les prochains point d'étape, milestone, j'allais dire, parce que vous n'êtes pas encore en phase d'industrialisation, il y a encore des choses à démontrer. L'année prochaine, on lance un grand projet encore avec des organismes de financement pour faire le pilotage jusqu'à quelques mètres cubes. Ensuite, 2021, on lance l'ingénierie pour une première unité de démonstration entre 15 et 30 000 tonnes qui sera opérationnelle 2022-2023, on dit 2023 parce que là aussi on n'est jamais à l'abri d'une... Donc le premier chiffre d'affaires réel par la vente de ce PET, ça sera 2023. Les autres usines feront 100 000 ou 200 000 tonnes. Mais pour Carbios, il y a aussi un grand atout, un grand challenge. C'est un partenariat, créer une dynamique autour des enzymes pour faire en sorte qu'on trouve un accord pour avoir les quantités d'enzymes nécessaires à nos deux procédés. Les enzymes pour Carbios et les enzymes pour le recyclage du PET. Et ça, on y travaille. Et c'est là où Carbios va vraiment faire son chiffre d'affaires. Alors, le plastique biodégradable 2020, le recyclage 2023 pour les chiffres d'affaires. Voilà, la création de valeur, le modèle de création de valeur de Carbios, c'est quoi? C'est uniquement de la propriété intellectuelle? La création de valeur, elle est importante pour chaque opérateur. Ça, c'est important. Donc, de démontrer que les end-users, ils ont un intérêt. De montrer que l'investisseur, le producteur de PET, eh bien, il a son TRI garanti, que celui qui s'occupe des déchets, il y trouve un intérêt. Et puis pour Carbios, nous, on va concéder dans une structure idoine des technologies autour de la production d'enzymes. On touchera des upfront, on touchera des royalties sur les chiffres d'affaires d'enzymes, les ventes d'enzymes dans l'application et des dividendes de la structure. Alors, un point rapide sur le paysage elle va plus vouloir qu'on parle. Concurrentiel. Il y a beaucoup de solutions de recyclage et beaucoup de sociétés qui travaillent dans ce domaine-là en Europe, aux États-Unis. Est-ce que sur le recyclage de déchets plastiques grâce à l'ingénierie enzymatique, aujourd'hui vous êtes seul, visible ? Aujourd'hui, on a une stratégie de propriété intellectuelle très forte. On dépose beaucoup de brevets et donc de façon à faire que nous soyons vraiment sûrs de notre monopole. Nous avons une veille active, c'est-à-dire que dès que je pressens qu'il pourrait y avoir quelque chose autour des enzymes, on va à l'autre bout du monde et on discute pour voir si on doit acheter ou pas cette technologie, cette enzyme pour se protéger. Après, dans le reste, il y a du mécanique, il y a du chimique, etc. Et il en faut un chiffre, 70 millions de tonnes de PET. Ça laisse un peu de place à tout le monde et il faut qu'on soit plusieurs pour générer aussi un élan, à la fois dans la qualité du tri, parce que ça part de chez vous. Donc triez bien pour qu'on puisse faire les... Et puis derrière, que tout le monde ait un intérêt à agir dans ce domaine-là, les industriels, les collecteurs et les utilisateurs. Mais Carbios a une propriété intellectuelle solide, des brevets solides sur la technologie que alors, vous utilisez. Demain, quelqu'un peut arriver avec une enzyme comparable. On a des brevets à la fois sur les enzymes et sur leurs évolutions et autres, sur les modes d'introduction des enzymes dans nos procédés et sur les procédés eux-mêmes. Voilà. Alors, donc on a essayé de couvrir la chaîne. Un petit point financier, vous avez à peu près 8 millions d'euros de trésorerie nette. Vous avez récemment... Ça c'est une information privilégiée parce que c'est pas marqué, mais on a à peu près 8 millions aujourd'hui. Soyez rassurés.